Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 37 aujourd'hui. Et nous, les jours fériés, on connaît pas. Nous, on vient de rentrer de Metz et hop, émission. On est là, on est présent. Alors, je vous évite la chanson de Jean-Louis Aubert, le voilà, c'est fini, tout ça. Je vais pas vous la chanter. J'ai dû passer 30 fois en 10 saisons de Tribune PSG pour dire que quelque chose se terminait. Et cette fois-ci, je vous mets pas ce bon vieux Jean-Louis Aubert. On rappelle que la Ligue 1 s'est terminée, mais que le Paris Saint-Germain n'a pas terminé sa saison. Le PSG a encore une finale de Coupe de France du côté de Lille face à Lyon. Ce sera samedi, bien sûr, à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris. Mais en tout cas, pour une saison de transition, pour une saison d'une équipe et d'un club qui a changé 12 de ses joueurs, même si tous les ans le PSG est staffé, bien évidemment, pour aller remporter la Ligue 1 et pour écraser le championnat, moi, cette année, j'ai trouvé cet exercice 2023-2024 plutôt plaisant. Nombreuses compositions d'équipes. Le coach a fait pas mal de choix tactiques. Ça a été un championnat plutôt surprenant. C'était piquant parfois pour le PSG, carré très souvent. On a eu le droit à un grand nombre de choix, donc tactiques, techniques, humains. Rien que pour ça, ça valait franchement le coup de découvrir la méthode Enrique. Je vous dis pas que je suis grand fan du personnage, mais j'ai aimé voir le coach et je suis assez curieux de savoir ce que va donner la saison 2 de cette histoire. Alors installez-vous désormais. Je vous rappelle que ceux qui nous regardent en vidéo, des pouces et bien sûr des petits commentaires. Idem pour les étoiles. Si vous nous écoutez en podcast ou en téléchargement, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et nous, de notre côté, on vous dévoile le menu. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG La Tribune, le PSG qui boucle son exercice, je vais y arriver, 2023-2024 en Ligue 1 par une victoire à Metz, 2-0. Paris invaincu cette saison à l'extérieur en championnat. C'est historique, faut le souligner, Paris champion. Paris qui a donc encore une compétition à remporter, la Coupe de France, finale prévue samedi à Lille face à Lyon. Et pendant ce temps-là, le rosé est frais. Et il y en a qui sont du côté de Cannes en train de se regarder un nombre de films incalculable, bien sûr. Il y a beaucoup de cinéphiles au Paris Saint-Germain, ou pas. On y reviendra, bien évidemment, dans cette émission. On fera le j'aime pas dans ce podcast. Y a-t-il un doute aussi sur la participation de Kylian Cinéphile Mbappé à la finale de cette Coupe de France? On parlera de Keylor Navas qui a dit au revoir au Paris Saint-Germain. Rentre-t-il au panthéon des gardiens du PSG? C'est la question que l'on vous pose et on va se remémorer quelques belles parties du portier costaricien. Enfin, Barcola en bleu, est-ce que c'est vraiment mérité pour notre jeune attaquant? De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. 100% PSG, la tribune. Moi, à comparer de certains, je vous assure que si vous m'envoyez à Cannes, je vais vraiment voir les films parce que ça m'intéresse. Ils sont deux aujourd'hui. Qui compose l'équipe du jour? C'est ma petite phrase habituelle. Le premier était à Metz hier pour couvrir ce match que la France entière nous a envié. On a vu des Messins claquer des genoux et pendant 90 minutes, ça fait tout drôle. Alexandra Flalot de la rédaction du Parisien, de la cellule PSG du Parisien. Salut Alex. Salut Bruno, salut à tous. C'était impressionnant de voir ces gens qui étaient pas bien du tout. Ouais, sur le terrain dans les gradins. Ils ont un peu paniqué. On a entendu des gens crier très très fort à côté de nous, siffler, conspuer, mais au final ça s'est bien terminé pour Metz, qui est pas passé loin de la correctionnelle, je crois. Avec un speaker qui crie « On est barragiste !» Mais vraiment, il a tout lâché, genre « Oh, pétard de sort, on est passé à deux doigts de la correctionnelle. » Si le PSG avait juste un tout petit peu accéléré, je pense qu'on poussait dans le vide cette équipe de Metz. Et puis, il vous a réveillé ce matin sur France Bleu Paris à 8h34. C'est l'amie du petit déjeuner. C'est Romain Bédouc de France Bleu Paris, du Club des 5. Salut Romain. Salut à tous. Salut tous les Bruno. matins à 8h34, le billet 100% PSG, tout du lundi au vendredi. Puis le week-end, c'est Rico qui apporte les croissants. Rico Rabessandratana aussi à la même heure. Les garçons, on se fait une émission tranquillou, entre nous, c'est férié, mais on va en profiter. On rappelle que le Paris Saint-Germain est champion, 76 points, 22 victoires, 10 nuls, 2 défaites, 81 buts pour, 33 buts contre. Ça, c'est en championnat, bien évidemment. Et hier soir, histoire de boucler l'exercice et de faire voir que tout peut arriver dans la vie, ce succès a été signé à Metz 2-0 par des buts de Carlos Soler et Kanguinli. Et il n'y avait pas Mbappé, Dembélé ou encore Marquinhos, Vitinha, Donnarumma sur le terrain, ni Fabian Ruiz. Ils étaient laissés
au repos. Les copains, on attaque avec le j'aime pas. Je vais y participer, tiens, pour une fois, au j'aime pas. Oh là là, Voilà, parce que comme on est tous les trois, on en profite. Je décide, je fais ce que je veux. Finalement, voilà. Et je serais ravi de donner mon j'aime pas. Mais d'abord, on attaque avec toi, Alex. Alors, du coup, mon j'aime ou mon j'aime pas? Comme tu veux. Bon, allez, un j'aime quand même, parce que Ouais, pour faut attaquer commencer dans le par positif, par une bonne note. Moi, alors, malgré la physionomie du match qui a été un peu vanille-fraise, quoi. C'est-à-dire que vanille en première période et fraise en deuxième, il n'y a pas eu grand-chose en deuxième T'aimes période. pas la fraise, toi? Non, t'es pas très fraise. Non, mais je préfère la vanille, voilà. Qu'est-ce que vous Le allez faire? vanille chocolat, moi j'aime bien. Mais Qu'est-ce bon, que vous après, allez voilà. J'ai bien aimé l'idée que le Paris Saint-Germain arrive à s'imposer de manière assez tranquille sans ses cadres. On a beaucoup parlé du coup hier à partir de 10h du fait que le groupe était complètement dépecé de ces stars que Donnarumma, Vitinha, Mbappé, Dembélé, Marquinhos s'étaient laissés au repos. On s'attendait un peu à une purge. Alors dans les faits, on a eu une demi-purge, Ouais, mais une il y a demi-purge. quand même eu le PSG a quand même assuré et on a vu des beaux mouvements, des choses intéressantes, des joueurs improbables qui ont qui ont endossé le costume de buteur et d'autres qui ne l'ont pas fait. J'en parlerai dans mon j'aime pas. Donc voilà, je suis assez content que le PSG s'impose sans ses stars et c'est aussi de bon augure pour la saison prochaine puisque on rappelle que le numéro 7 va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Je rappelle quand même une petite statistique qui fera peut-être réfléchir certains. Le PSG est invaincu sur son numéro 7 cette saison. Ah. Voilà. C'est toujours bon à rappeler. Voilà. Effectivement. Non, mais il y aura un déclassement de ouf. Non mais c'est ça. Non, mais- Sans doute ça. C'est vrai que ce Paris Saint-Germain a tous ces pisse froids qui nous avaient dit que le Paris Saint-Germain ne jouerait pas le jeu, qu'on était Ah, en mais ça, totale décompression. J'allais directement aller là-dessus. Eh ben Parce voilà. que je trouve, je vais y revenir aussi sur mon j'aime pas. Je trouve que la Ligue 1 a été d'une faiblesse assez rare cette saison et la 6e place de Lyon est la représentation de ça parce que ça veut dire aussi qu'il y a plein de joueurs, plein d'équipes pardon, qui ont échoué et c'est rien contre Lyon mais c'est voilà, je trouve que c'était assez symptomatique et en plus d'être mauvaise cette Ligue 1, elle trouvait toujours des excuses, elle essayait de se défausser et d'ailleurs Metz en fait partie puisque la Bologna s'est plaint plusieurs fois que le PSG aligne son équipe bis face au Havre 2 fois et donc le Havre aurait été avantagé. Bah non, le PSG a fait non seulement le boulot à chaque fois, mais en plus a respecté tous ses adversaires. Et si vous êtes dans des situations qui sont pas favorables, c'est uniquement de votre faute, les copains. Donc il y a un moment, essayez toujours de blâmer les autres. Ah bah c'est pas équitable. Non, c'est peut-être pas équitable, mais même en n'étant pas équitable, on vous tape, on vous tabasse et on vous tabasse facilement. Donc il y a un moment, voilà, que les mecs se regardent un peu dans une glace et c'est comme ça qu'ils arriveront, je pense, à progresser et qui nous laisse tranquille. Surtout, on fait ce qu'on veut. On se donne le droit de pouvoir faire tourner notre Non, mais effectif. surtout, Donc on en profite. Fin. Surtout, Alex. enfin, l'argument de ouais, vous alignez pas l'équipe type. Enfin, il arrive toujours à la fin de la saison quand Bien sûr. Jean-René n'avait pas joué, alors qu'en vrai. Le PSG, ils alignent 34 compositions différentes en 34 journées de Ligue 1. Il y a toujours du turnover. Avant la Ligue des Champions, c'est le cas aussi. Avant les phases de groupe de Ligue des Champions, c'est le cas aussi. Donc franchement, c'est toujours des arguments qui sont très très faciles, un peu démagos, quoi. Donc, Et surtout, voilà, je me permets de le dire, cette équipe, à part face à Toulouse, où tu as complètement foiré et tu avais la tête ailleurs, tu as toujours joué le jeu. bien sûr. Hier, les Messins, ils étaient en panique générale parce que juste Paris a joué un peu le jeu en accélérant 2 fois, en marquant et en étant dans le truc. Tu fais pas n'importe quoi. Metz, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu écrasés par l'enjeu, quoi. C'est-à-dire que malgré, ils ont quand même eu de la bonne volonté. Enfin, il y a quand même eu des contre-attaques. Mikotadze notamment qui a été à la baguette sur pas mal de contre-attaques. Ils avaient 8 buts d'avance sur mais- Lorient quand même. ouais, 8 buts. Mais ça a pas. C'est quand même fou, hein. Ouais. De 76, flipper, d'arriver comme ça dès l'entame du match. Hein. Sept buts, c'était Ils ont flippé. Non, 8. Ouais, 8. c'était 7. Il en fallait 8 pour que Lorient Ouais, passe. 76% de possession de balles hier soir pour le Paris Saint-Germain face à cette équipe de Metz, alors qui est l'équipe qui laisse le plus le ballon et qui contre-attaque. Juste, moi je vais me faire mon petit, j'aime. Tiens, allez, on va attaquer Oh là là, par. Non, allez. mon j'aime pas. Tiens, mon j'aime pas. Oh là là. Parce que en fait, je vous rappelle que j'avais pris la présidence du fan club de Manu Ugarte. J'ai vraiment pas de chance avec mes présidences de fan club. J'avais pris Fabien Ruiz. J'ai hâte de savoir voilà. qui ça va être l'année Et, prochaine. hein. c'est ça, c'est le mec qui va me blacklister dès que je vais dire Ouais. fan club. Je suis très triste de dire que Manu Ugarte, j'ai bien peur que l'aventure se soit terminée Ah, déjà en rate de Metz. J'aimerais te dire que ce joueur doit être revu la saison prochaine avec une saison complète, mais je sens que Luis Enrique ne peut pas aimer et apprécier ce genre de joueur qui n'est pas
ne sait plus quoi faire d'un ballon de football. C'est-à-dire qu'hier soir, moi, j'ai adoré l'agressivité quand il vient te mordre les mollets. Là, c'est toujours aussi fantastique. Et ça, c'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. Mais après, derrière, ce qu'il fait d'un ballon, c'est une catastrophe. Et moi, ça me rend triste de me dire que je me dis qu'il faut peut-être juste au moins le prêter une saison, qu'il fasse autre chose ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que dans le dispositif de Luis Enrique, il ait complètement sa place, malgré un très bon début de saison. Donc je suis vraiment très triste sur la fin de saison de Manu Ugarte. Moi, ça me rend triste qu'on ait mis 60 millions sur ça alors. Bah oui, c'est pour ça. Mais non, mais parce que faut se rendre compte quand même. 60 millions d'euros dans un secteur prioritaire, puisqu'on rappelle que le milieu de terrain, c'est un secteur prioritaire. Un poste, la sentinelle, on a eu de la chance avec Vitinha qui a fait le boulot, mais qui est un poste qui est recherché depuis maintenant, 7, 8 ans, le départ de Mota. Donc Mota a eu le temps d'être entraîneur, d'entraîner des équipes et bientôt d'être entraîneur de la Juventus Turin. De se faire virer, de revenir, de faire des épopées. Enfin bref. Et donc 60 millions d'euros au Manu Ugarte pour qu'on se rende compte un an plus tard que ces caractéristiques qu'on connaissait à la base, parce que tous ceux qui suivent le championnat portugais te disent oui, c'est très bien dans l'intensité. Manu Ugarte, par contre, avec le ballon, il ne faut pas lui demander des trucs. On le savait à la base, on savait que notre entraîneur était dans ce style-là et donc qu'il ne pourrait pas apprécier un joueur de ce profil-là. On fait quand même cet achat-là. C'est bizarre. En vrai, c'est bizarre et on va faire. Faudra qu'on fasse un jour le bilan de Luis Campos, de ce qui a été fait, de ce qui a été bien, de ce qui a été pas bien. Je réitère mon invitation et l'invitation de France Bleu Paris. On l'a fait au moins une dizaine de fois. Il y a énormément de dépenses et de montants qui posent question. Effectivement, Alexandre. Ouais, en parlant de Thiago Motta, moi je l'enverrais bien en stage à la Juventus avec Thiago Motta au Ugarte. Je pense que ça pourrait lui faire effectivement le plus grand bien. Alors après, je pense que après les 10 premiers matchs de la saison, je pense que très peu de personnes ici auraient tablé sur un tel déclassement pour Manuel Ugarte. Parce que malgré effectivement son moi j'ai adoré, hein. Malgré son déficit technique avec le ballon, il était tellement évident dans cette équipe du PSG avec son intensité, son énergie dans l'espèce de pressing très agressif que le PSG proposait en tout début de saison. C'était un joueur qui était important. Après, j'ai l'impression que le PSG a aussi beaucoup évolué à partir de octobre-novembre où le pressing était quand même un peu moins violent, mais c'était plus par phase, et donc du coup Ugarte était un peu moins essentiel, on va dire, dans ce dispositif-là. Et puis lui, il a aussi failli en Ligue des Champions, hein. Pardon, mais oui, c'est sûr. Sur les matchs de Ligue des Champions, il n'était pas du tout au niveau de ce qu'il avait en Ligue 1. C'est à partir de Newcastle, son match à Newcastle, où il s'est remplacé en plein milieu de la rencontre. Donc ouais, moi, alors après, il a quoi? Il a 22 ans, Ugarte. Moi, honnêtement, j'en suis pas au point où je désespère complètement de le revoir avec du talent. Moi, effectivement, un prêt dans un autre grand club qui aurait peut-être un peu plus de besoin de lui au quotidien, ça serait pas inintéressant. Je pense que le PSG va beaucoup recruter au milieu de terrain cette intersaison, donc je pense que voilà, il y a des prêts qui peuvent être très bonifiants. S'il arrive à être prêté dans un club avec un entraîneur qui arrive à lui donner un peu cette base technique, tactique pour revenir après pouvoir discuter avec Luis Enrique, ça peut être intéressant. Après, sinon, ça sera un raté comme on en a fait d'autres. Et voilà. Mais en tout cas, moi, je le condamne pas. C'est un joueur que j'aime bien. Moi, j'aime bien son agressivité. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez méchant dans cette équipe. Donc, comme ça, t'en as un, il t'en faut un cabot. Mais le problème, c'est que effectivement, j'ai des grands doutes sur. Il est absolument pas Enrique compatible. Mon Romain, ton j'aime ou ton j'aime pas? En vrai, les deux sont des j'aime qui se transforment en j'aime pas. Eh allez, vas-y. Fais-moi ce petit mix là. Alors, tu veux les deux les deux, allez, comme ça. C'est une grande première dans cette émission. Mon premier, alors c'est un j'aime qui se transforme en j'aime pas. Le premier j'aime, c'est Seny Mayulu qui va prolonger au Paris Saint-Germain. Je trouve ça très bien parce que je trouve que sur les minutes qu'il a pu avoir, il a montré qu'il pouvait intégrer cette rotation de l'effectif. Alors c'est pas un titulaire en puissance pour le moment en tout cas, mais au moins c'est hyper important d'avoir des joueurs qui sont capables de montrer qu'ils sont au niveau dans les matchs qui vont être un peu plus bidons, comme ce qu'on a eu énormément pendant la saison. Et Mayulu formé au PSG, c'est bien. Maintenant, dans ce j'aime, ça se décline aussi en j'aime pas, c'est que cette législation qui permet de signer que 3 ans un jeune de ton centre et que tu te crées des problèmes dans pas longtemps, ça commence à vraiment me sortir par les pour expliquer tout ce que vous voulez. Pour expliquer exactement aux internautes, aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, c'est quoi la législation dont tu nous parles? En gros, quand tu es en centre de formation et que tu vas signer ton premier contrat pro, ton premier contrat pro est obligatoirement un contrat de 3 ans. Tu peux pas signer plus que 3 ans. Et donc, tu te retrouves avec un joueur qui a 17, 18 ans, qui signe son premier contrat pro. Souvent, sa première année, il est
pas forcément dans les plans de l'équipe première, donc il peut se braquer, il peut se dire je mérite du temps de jeu, etc. Et puis très vite, tu te retrouves dans une situation contractuelle qui met en péril le club parce que à 1 et à 2 ans de la fin de ton contrat, tout de suite, tu as les sirènes des autres clubs européens qui peuvent venir et qui vont te choper pile au moment où tu as le niveau pour l'équipe première. Et donc, en fait, s'il y avait une possibilité pour les jeunes de centre de formation de signer tout de suite des contrats de 5 ans, il y aurait un peu plus de tranquillité pour les clubs qui ont formé ces jeunes-là et qui vont pouvoir les intégrer au fur et à mesure. Si je ne me trompe point, cette information de Seny Mayoulou qui va signer normalement son contrat aujourd'hui, c'est Benji Juarez avec qui nous étions hier aussi, du côté de Metz, qui l'a signalé et sorti dans les colonnes du Parisien. Pour revenir, on va rester sur les jeunes. On reste sur la première partie des jeunes qui signent. Mayoulou, Zagué aussi, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu de débrief du match de Nice. Paris, est-ce qu'il doit construire sur ces jeunes-là? J'ai pas l'impression que ça soit des pépites, mais ça peut être des joueurs de rotation. Ouais, on a déjà eu ce débat, effectivement. Ce sera pas, on n'a pas 11 Warren Zaïre-Emery dans le centre de formation du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. En revanche... et tant mieux, d'ailleurs. Aussi. Oui, c'est ça. Et en revanche, oui... pouvoir être en mesure de donner un rôle important dans la rotation aux jeunes de ton centre de formation, c'est un vrai enjeu pour le PSG. D'une part, parce qu'il y a ce projet, ce virage dans le projet récent où tu as voulu appuyer un petit peu sur ton identité parisienne, francilienne, mais notamment en recrutant des mecs comme Randall Colomouani. C'était aussi partie du projet. Et aussi d'autre part parce que ça éviterait d'autres déconvenus à la Kingsley Coman ou à la Moussa Diaby, ou des mecs en fait qui sont pas satisfaits de leur temps de jeu, de leur place dans l'effectif et qui s'en vont et qui vont exploser ailleurs, donc ou Mike Maignan, etc. Tu vois, donc ce serait bénéfique maintenant à voir la place qu'ils peuvent avoir. Là, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, on a vu Mayoulou, on a vu Zagué, on a vu un petit peu aussi Ethan Mbappé. On en a d'autres qui grattent à la porte. Je pense à Johan Gadou ou à comment il s'appelle, l'attaquant des U19 là, qui est très très fort. Je vais le chercher. C'est pas moi, j'ai pas trop suivi. Ibrahim Mbaye, non? Mbaye, ça me dit quelque chose. Ibrahim Mbaye, voilà, qui est très très fort aussi. Donc voilà, c'est des mecs qui vont être amenés aussi à gratter à la porte. Donc qu'on puisse que le PSG puisse leur donner une place, c'est forcément une bonne chose. Pour revenir sur Zagué, parce que hier j'ai trouvé Mayoulou un peu tendre, encore au physique, il a besoin un peu de s'épaissir, Romain. En revanche, Zagué à droite, c'est une vraie solution si tu as un gros devant. Ça peut... Oui. Non. Non, je sais pas, non, en fait, je suis assez. J'aime bien Zagué parce que Zagué, il t'offre tout ce qu'un jeune doit offrir. C'est-à-dire qu'il est polyvalent, il est plutôt performant, il n'est pas non plus flamboyant, mais il fait le taf. Donc c'est ce que tu demandes à un jeune. Maintenant, je le vois pas pour le moment avoir plus que ce qu'il n'a. Donc mais c'est déjà une bonne chose. C'est important d'avoir des jeunes du centre qui viennent et qui poussent. Ça se trouve à l'entraînement, il est hyper intéressant et c'est pour ça que Luis Enrique le fait jouer aussi. Maintenant, je pense qu'il faut quand même recruter à ce poste-là d'arrière droit et je me dis pas Yoram Zagué est la doublure officielle pour l'année prochaine, quoi. Je pense qu'il faut quand même un deuxième latéral et après lui, au rythme des blessures, au rythme aussi des absences, des suspensions, il pourra gratter des minutes. Et c'est important de l'avoir dans l'effectif parce qu'il y a aussi les listes de Ligue des Champions avec les joueurs qui sont formés au club qui sont importants. Donc c'est bien, mais pour l'instant, je base pas encore mon effectif avec une place pour Yoram Zagué. En tout cas, sachez-le, beaucoup de fraîcheur dans le discours et le propos de Yoram Zagué quand on a pu le voir au match face à Nice, quand il a marqué son but le jour de son anniversaire de ses 18 ans. Il m'a fait sourire parce qu'il nous a dit, il nous a regardé, genre je ne savais même pas comment célébrer le but, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Alors, je suis parti sur le banc et puis je suis allé voir mes potes du banc et mes copains du centre de formation. Ton j'aime pas, Alex? Oui, j'ai pas trop apprécié le match de Gonzalo Ramos et de manière générale la tendance qu'il a eu cette saison, parce que on peut déjà faire un bilan, il me semble, un match de la fin de la saison. La tendance qu'il a eu cette saison à être complètement invisible lorsqu'il a été en général titulaire, et puis surtout contre des petites équipes. C'était ce genre de match où on l'attendait, où on attendait aussi Colomouani. Et en fait, il a été très bon en sortie de banc, il a été parfois très bon contre des grosses équipes en sortie de banc. Mais malheureusement, sur des matchs un peu comme ça, qui font le quotidien du championnat de France, où on l'attendait plus, où on attendait un peu dominant, un peu de peser sur les défenses,
marquer un but, 2 buts, 3 buts. Bon, bah, il n'a pas vraiment été là. Hier, moi, je l'ai pas vu. Quoi. Il a joué hier Ouais, je crois. Il a un centre de Nordi Mukiele où il reçoit en pivot, il se retourne et Ouais, non, donc il fait passer au-dessus de la barre. Donc voilà, je l'ai pas beaucoup vu. Je trouve ça un petit peu dommage. Et pour le coup, la réalité de la saison prochaine en championnat, ça va être qu'on va avoir 34 matchs comme ça où du coup, il y aura pas Mbappé pour marquer des buts et qu'il va falloir que lui aussi prenne ses responsabilités, même dans les matchs un peu de second plan comme ça. Et qu'il va falloir qu'il prenne l'habitude d'être décisif à tous les matchs parce que voilà, un mec comme Edinson Cavani, il marquait tout le temps. Voilà. Donc, il était là tout le temps, effectivement. 14 buts cette saison pour Gonzalo Ramos, mais effectivement, plus en sortie de banc, comme tu le sais. C'est intéressant de voir en fait contre qui il a marqué, à quel moment il a marqué, dans quelle disposition, etc. Parce que je me souviens de son match à Lorient où Dembélé et Mbappé font un festival et lui, en attaque, ne performe absolument pas. Même à Nice, il est pas. Mais tu vois il est pas incroyable. Je sais que par exemple, pour illustrer ça, moi je tiens cette année le registre des notes qu'on donne aux Parisiens pour les joueurs. Faut savoir que la règle, c'est qu'il faut avoir joué au moins 45 minutes pour être noté. Et c'est vrai que sur les notes qu'il a reçues, il est, je crois, avant-dernier ou avant-avant-dernier de la saison de l'effectif en termes de moyenne. Parce qu'en fait, sur les matchs où il a joué plus de 45 minutes, il n'a pas été bon. Il n'a pas été exceptionnel, quoi. Et alors en plus, Romain, ce qui a été exceptionnel là, du côté du Paris Saint-Germain, c'est Gonzalo Ramos, très moyen, voire pas bon sur cette rencontre. Et alors l'entrée qui est allée derrière, c'est-à-dire Randal Kolo Muani, 3 ballons, 4... Non mais Randal Kolo Muani, il faut oublier, c'est une saison qui est complètement ratée en termes de niveau, mais aussi forcément d'attente que tu avais pour lui avec le prix du transfert qui a été déboursé. Là aussi, on pourra reparler des sommes qui ont été déboursées. L'espoir pour Kolo Muani, c'est soit qu'il fasse pour moi, l'espoir, c'est l'Euro. Donc, c'est qu'il fasse un bon Euro ou un très bon Euro. Et en fonction des offres qui viendront, s'il y a un club allemand qui est chaud sur Kolo Muani et qui met 50-60 millions parce qu'il a fait un bon Euro, allez, merci Randal, c'est gentil, mais oui, toi, tout de suite, parce que Dortmund est annoncé. Je sais pas si c'est le Parisien ou l'équipe qui annonce, c'est l'équipe. Ça m'embête parce que je suis en train de voir que Ekitike a mis 4 buts en 4 matchs avec Francfort. Donc ça m'embête un peu, mais non, ça a l'air de pas marcher. Je vois pas dans quel. Il a eu énormément de contexte, Randal Kolo Muani. Il y a des premières saisons où on n'a pas l'impression qu'on a assez donné la chance à un joueur pour qu'il puisse véritablement se montrer. Là, Kolo Muani, il a eu sa chance, il a eu les postes différents, il a eu les contextes différents. Il y a eu le fait que ça a insisté sur lui quand il n'était pas bien. Il y a aussi un moment où ça a moins insisté pour qu'il puisse se refaire complètement. Et ça n'a pas marché. Ligue des Champions, il a été titulaire sur les 5 rencontres de début de saison à chaque fois. 6, je crois même. Les 6. 12 buts pour Randal Kolo Muani. Le dernier remonte à 16 matchs en arrière. Alors, 12 buts, cette saison, dont 3 avec Francfort quand même. Exact. C'est vrai. Donc, parce que je suis sur Transfermarkt aussi. Oui, t'as raison. Pardon, effectivement, 1, 2 et 3, je les ai aussi. Mais oui, le dernier but, il date de quand, vous m'avez dit ? C'était il y a 16 matchs. Donc, le dernier but avec le Paris Saint-Germain, c'était contre Lille, le 10 février. Ouais, c'est 10 ça. février. 10 février. Mars, avril, mai, ça fait 3 mois. 3 mois sans marquer, c'est beaucoup. Qu'il n'a pas marqué. Même de manière générale, son dernier but, c'est contre le Chili. Enfin, avec la France, son dernier but, toute compétition confondue, c'était contre le Chili il y a 2 mois et demi. Quoi. Ouais. Effectivement, en tout cas, le Paris Saint-Germain a un petit problème d'attaquant enrayé entre Gonzalo Ramos. Alors, un peu moins que Kolo Muani, mais effectivement, c'est un petit peu compliqué. Tiens, avec moi, de mon côté, pour terminer rapidement, mais le j'aime pas, j'ai aimé que le Paris Saint-Germain fasse à nouveau peur. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait un peu marcher dessus. Les adversaires croyaient en Ligue 1 que ça pouvait passer, et ça passait parce que tu pouvais tomber sur un Neymar, un Messi ou un autre qui n'avait pas envie de bosser. Et cette saison, j'ai aimé à ce que Luis Enrique rapporte. Alors, voilà, tout n'est pas parfait. Je ne voulais même pas crier au génie. Mais je trouve que le Paris Saint-Germain fait à nouveau un peu plus peur à la Ligue 1, et ça doit continuer, ça doit frapper encore plus fort l'année prochaine, parce que rappelez-vous, à l'époque où Zlatan était dans un couloir et qu'il regardait son adversaire, il baissait le regard et il savait que ça allait mal se passer. Là, le Paris Saint-Germain, et je trouve que les 2 défaites face à Toulouse et Nice m'énervent à domicile en Ligue 1, parce que finalement, si tu avais fait un peu un sans faute, au moins tu remettais un peu la place nette pour ce PSG qui, franchement, je trouve, sportivement, s'adapte mieux, a été beaucoup plus
plus intelligent tactiquement et on a su bien prendre à la gorge certaines équipes et les battre ou en tout cas ne pas perdre contre elles. Et je trouve ça quand même assez intéressant, d'où le record historique de ce Paris Saint-Germain qui s'est retrouvé pour la première fois. Une seule équipe l'aura fait dans l'histoire pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain, d'être invaincu à l'extérieur. Je trouve que c'est des signes importants que le Paris Saint-Germain montre à nouveau les dents, Romain. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, ça contraste avec les différentes déclarations qui se sont multipliées l'année dernière d'adversaires qui, après un match au parc ou après une rencontre face au PSG, disent vous savez, en fait, c'est facile de défendre contre le PSG. Ouais, c'est ça. En fait, faut prendre là, il y a un faux pressing des trois de devant et puis après, c'est facile. Bah, moi, c'était Abdelhamid qui avait dit ça, notamment après Reims. Je me suis dit, oula, le déclassement, il est quand même assez violent. Mais je me souviens que dès le premier match au parc de la saison contre Lorient, je crois que c'était Yvan Mvogo qui avait dit non, on n'a pas du tout affronté la même équipe que l'année dernière, ça n'a absolument rien à voir, etc. Même s'il y avait eu 0-0. Même s'il y avait eu 0-0, moi je le garde comme un des meilleurs matchs que j'ai vu cette saison. Enfin, c'est terrible parce qu'il y a eu 0-0, mais c'est un des matchs les plus plaisants que j'ai vu cette saison. Je me souviens, franchement, honnêtement, surtout le contraste avec le PSG de Galtier, qui était complètement fou. Mais oui, c'est-à-dire que, en fait, même sans faire peur, si tu veux, il y a quand même un truc où le PSG ne passe plus à côté des matchs. Enfin, le PSG ne perd plus les matchs à côté desquels il passe. Où tu peux être un peu moins bon, mais tu vas quand même gagner. Et il y a une forme. Ce qui se passait avec l'ancien PSG. Moi, je dirais pas qu'ils font peur, mais il y a une forme d'efficacité qui a été quand même retrouvée cette saison. Et puis c'est une équipe de foot qui joue au foot. Après, avec ses défauts et ses qualités, mais au moins il se passe quelque chose et l'adversaire est obligé de s'adapter à de la tactique, à une équipe qui vient de faire du pressing, pas tout le temps, mais qui est là. Sur les 2 dernières saisons avant celle-ci, là, on avait 11 défaites, 7 défaites sur la saison dernière, 7 défaites en championnat et 4 sur l'avant-dernière saison. Donc déjà cette année, que 2 défaites, je trouve ça mieux. On vient remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et je me demande si Luis Enrique, alors c'est juste un instinct, mais j'ai l'impression que dans la façon dont il s'est aussi, dans son langage corporel, etc., je me demande s'il a pas poussé une petite gueulante après Toulouse. Oui. Parce qu'en vrai, je crois que la défaite lui a pas du tout plu, mais pas du tout, et que là, du coup, ça a un peu filé droit et les 2 victoires viennent un peu corriger ça. En tout cas, le Paris Saint-Germain et donc l'exercice est terminé pour la Ligue 1. C'est terminé. On se retrouve avec 76 points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et 22 victoires en Ligue 1. Les amis, hier soir, avant de parler du Festival de Cannes et des films qui vous ont plu ou pas plu ou déplu, nous allons d'abord parler de quelques instants d'un garçon qui a tiré sa révérence hier. Voilà, c'est Keylor Navas, 37 ans. Il aura joué au PSG 5 saisons. Il a joué le dernier match. Bon, je pense que Luis Enrique s'est complètement foiré sur le match qu'il fallait lui filer. Je pense que ça aurait été mieux contre Toulouse au Parc des Princes où il aurait pu recevoir quand même une ovation. Mais j'ai quand même envie qu'on parle quelques instants de Keylor Navas avec cette question. Est-ce que Keylor Navas est rentré au panthéon des gardiens de but du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il a rejoint? Moi, je me rappelle qu'on avait eu des débats. Est-ce qu'il est au même niveau que Bernard Lama et certains autres gardiens de but? Je vous la pose et puis vous posez aussi la question de est-ce que vous avez un souvenir qui vous revient de Keylor Navas, d'un match qui vous a marqué et qui restera finalement marqué dans votre subconscient. J'attaque avec toi, Alexandre. Est-ce qu'il est rentré et il part par la grande porte d'un gardien qui laissera un grand souvenir? Alors en fait, je trouve que tu poses 2 questions différentes et qui n'ont pas la même réponse pour moi. Eh bien allons-y. Première et deuxième question. Est-ce qu'il est dans le panthéon des gardiens du PSG? Oui. Ça oui. Parce que je pense que après en fait, il est arrivé au Paris Saint-Germain à une période où on a enchaîné, je pense, 8 ou 9 saisons d'incertitude totale autour des gardiens, où ça n'arrêtait pas d'intervertir entre un tel, où il y avait beaucoup de concurrence, où on avait 2 gardiens, 1 bis, où c'était vraiment hyper désorganisé et que du coup, c'était vraiment des vrais points faibles du PSG. Et il est arrivé, il a apporté du professionnalisme, de la stabilité, ce duo avec Sergio Rico qui a fonctionné à merveille pendant 2 saisons. Et c'était vraiment, et au-delà de ça, des performances évidemment très bonnes. Je pense que pour moi, il est rentré au panthéon des gardiens du PSG au bout de sa 2e saison. En fait, 2 saisons titulaires, indiscutables, hyper fort, hyper décisif, etc. Malheureusement, pour moi, il sort pas vraiment par la grande porte parce que en fait, il a fait 2 voire 3 saisons de trop au PSG. La saison où il est en concurrence avec Donnarumma, alors malheureusement c'est pas de son fait, mais tu commences à déclasser un gardien qui était pourtant indiscutable dans tes buts parce que tu as voulu faire une opportunité de marché qui aujourd'hui s'est révélée concluante ou pas concluante, chacun aura son opinion là-dessus, mais
Mais tu as commencé le déclassement comme ça. L'année dernière, il passe la moitié de la saison à Nottingham Forest. Oui, c'est Nottingham Forest. Bon, bah voilà, en termes de prestige, c'est quand même. Même si Nottingham a des Ligues des Champions que le PSG n'a pas, hein, mais c'est c'est un autre débat. Et puis là, cette saison, voilà, il joue 4 matchs sur une jambe quand il les joue. Il a eu des gros problèmes de blessures, etc. Il n'a pas eu ses adieux au Parc des Princes qui auraient été franchement, bah, je trouve, plutôt bien pour lui. Donc en fait, c'est malheureusement, pour moi, un grand joueur de l'histoire récente du Paris Saint-Germain qui s'en va par la toute petite porte parce qu'en fait, malheureusement, il a dépassé son temps, quoi. Donc voilà, moi, je préfère en garder que des bons souvenirs. Je trouve que c'était un mec qui, jusqu'au bout, a été assez professionnel, assez irréprochable. Maintenant, voilà, c'est juste dommage que l'histoire se soit terminée de manière aussi triste, quoi. Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain, il arrivait avec ce palmarès exceptionnel, avec le Real Madrid, voilà, des Ligues des Champions, en veux-tu, en voilà. Il aura fait 113 matchs avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Il était, voilà, c'est vrai que il y a plusieurs choses à dire sur lui, mais il y a toi, plusieurs vies. il y a plusieurs vies de Keylor Navas à Paris. Ouais, mais pour aller dans le prolongement, parce que je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Alex, dans le prolongement, je pense que la période août 2019 jusqu'à juin 2021, c'est pour moi, hein, sur cette période-là, on n'a jamais vu un gardien du PSG aussi fort avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est une période, tu demandais les images fortes. Moi, je venais d'arriver à France Bleu, je remplaçais de temps en temps Pia sur l'émission du MAG, et j'étais notamment la semaine où il y a le match entre le Bayern et le PSG. Et on avait sorti une compile de tout écrit sur toutes les parades de Navas, pardon, sur ce match à Munich. C'est un match qui est stratosphérique pour un gardien. Et je pense, oui, que... alors, pour dire c'est le meilleur gardien de l'histoire du PSG, je pense qu'il faut une certaine longévité que malheureusement Navas n'a pas, parce qu'il y a eu les 3 dernières saisons. Mais sur une période courte, sur une période de niveau qui a été montré avec un maillot du Paris Saint-Germain, les 2 années, la 2019-2020 qui est arrêtée par le Covid et qui reprend ensuite, où ça va en finale de Ligue des Champions, plus l'année 2021 où tu vas en demi-finale de Ligue des Champions. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas de public à ce moment-là pour véritablement être harangué, et c'est ça qui joue aussi peut-être dans l'image de Navas, qu'on se rend pas compte de ça, mais le niveau qu'il avait était complètement dingue. Et je pense pas, j'ai plus les souvenirs, j'étais encore gosse quand il y avait Lama, hein, mais de Bernard Lama, et puis même il y a ça n'a pas les mêmes accomplissements que ce qu'a eu Navas, quoi. Même dans les années 80, j'ai pas de souvenirs du tout. Il y a Bats aussi qui a marqué. Mais oui, moi, de mon vivant, de ce que j'ai pu ressentir en termes de gardien du Paris Saint-Germain, j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est dommage, t'as pas parlé de Michael Landreau. Les gens du Dynamo Kiev. Hein. J'y étais. Même les Tizi, Alonso, ça, c'est des années-lumière. On parle même pas de. C'est pas la même course. Pas la même non, mais c'est bien. C'est le même truc. C'est même pas leur manquer de respect de dire ça. Cadre important dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, homme de peu de mots que nous n'aurons jamais entendu, clairement, pendant 5 ans, comme Angel Di Maria. Pas un traître mot de français, comme Angel Di Maria, mais le garçon aura été un pilier du vestiaire quand il était là. Non, mais comme tu dis, en fait, c'est un mec qui est arrivé avec une aura, en fait. C'est-à-dire que tu arrives, Navas, il venait d'enchaîner sur une période de 5 ans où il a marché sur l'eau, de la Coupe du Monde 2014 à 2019. Qu'est-ce qui a été fantastique. Non, mais oui, c'est-à-dire que le mec, il a complètement marché sur l'eau pendant 5 ans. C'était, honnêtement, même, je trouve que quand il était au Real Madrid, il a toujours été un peu sous-coté, ce mec. C'est-à-dire qu'il a fait partie du Real qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes aux supporters du Real qui est meilleur entre lui et Courtois, ils vont te dire Courtois, quoi. Donc ça reste un mec qui a toujours été un peu sous-coté, mais qui pour autant a toujours répondu présent. Et ouais, moi, comme je te dis encore une fois, je suis un peu triste qu'il n'ait pas eu la fin d'histoire qu'il aurait mérité avec le PSG. Alors moi, je fais partie des gens qui sont... Paris a fait une erreur avec cette histoire de Donnarumma. Non, mais j'allais venir là-dessus. Moi, je fais partie des gens qui sont globalement très contents que Donnarumma soit au Paris Saint-Germain, parce que c'est un très bon gardien, puis un gardien d'avenir. Et alors, il a certes ses petits défauts, mais tous les gardiens ont des défauts, et c'est comme ça, quoi. Maintenant, et puis il vient en vainqueur de l'Euro, meilleur joueur de l'Euro. Hein. Faut pas oublier. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, Navas, il est arrivé au PSG. On venait d'enchaîner plusieurs années de Sirigu Trapp ou Trapp Areola ou Buffon Areola, etc. Et en fait, il a vraiment amené cette stabilité. Et au bout de 2 ans, le PSG a brisé cette stabilité. Il est arrivé. Vous avez un problème là ? Non. En fait, vous n'avez plus de problème. Vous êtes gentil là, mais vos histoires là.
Quoi, les gardiens? Non, il y a pas de. Vous inquiétez pas, c'est fait. Et tranquille. franchement, la dynamique qu'il avait avec Sergio Rico, moi, franchement, ça faisait du bien de retrouver un gardien titulaire et un gardien remplaçant qui s'entendaient aussi bien, qui avaient une telle synergie. Et puis même quand Rico devait jouer, Rico était performant, etc. C'était un vrai deuxième gardien, quoi. Là, en vrai, du coup, moi, honnêtement, je suis du coup un peu curieux de voir comment ça va s'organiser la saison prochaine. C'est-à-dire que le PSG va sans doute partir avec Donnarumma, Arnaud Tenas, où tu auras vraiment du coup une vraie hiérarchie, etc. Ça va amener de la stabilité aussi beaucoup. Ce qui se dit, c'est que si Tenas veut plus de temps de jeu, il pourrait partir en prêt, potentiellement. Mais... Oui, alors du coup, c'est-à-dire qu'il faut que tu recrutes un deuxième gardien. Ouais. Voilà. Mais Sachant que Sergio Rico est en train de revenir et fait. Oui, il pourrait être prolongé encore, peut-être. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que je reviens sur cette campagne de 2021. Bayern PSG, les côtés, c'est Colin Dagba, Mitchell Baker. Bien sûr. De qui à un moment. Non, mais il faut, même faut au se centre, rappeler. hein. Il faut se rappeler de. Enfin, c'est voilà la réalité qui était celle du Paris Saint-Germain et les performances qui ont pu être celles du Paris Saint-Germain grâce à ce gardien-là. Donc immense respect à Keylor Navas qui n'a pas effectivement la sortie qui est à la hauteur de ce prime-là qu'il a eu avec le PSG. Maintenant, et qui par ailleurs a même pas été spécialement honoré par le club, quoi. C'est-à-dire le CUP a fait une banderole, mais comme il y avait pas de comme le discours officiel c'était de dire non, on se concentre sur le collectif. Et je les voyais mal faire un truc pour Navas et rien pour Mbappé, tu vois. En vrai c'est juste après on verra peut-être ce qui se passe après la finale de la Coupe de France, mais c'est quand même dommage qu'il ait pas eu un petit hommage de la part du club, quoi. C'est pas dire au revoir, c'est dommage. Ça c'est vraiment un vrai non, problème. mais c'est Mbappé c'est encore à part parce que c'est immensément compliqué, c'est pas il y a pas de mais globalement, j'ai encore vu les adieux de Thiago Silva avec Chelsea. Exceptionnel. Franchement, 39 ans. Alors, ils nous en mettent une petite. Hein. Voilà, derrière c'est les les oreilles. supporters. He came from PSG to win the Champions League. C'est ça. Il est venu du Paris Saint-Germain pour gagner la Champions League avec nous. Vous savez quoi? De citer Mitchell Baker, ça m'a replongé. Je suis tout de suite allé voir mon Michou qui joue à l'Atalanta. Bon, il joue pas beaucoup. Hein. Il a fait 550 minutes de jeu. Je crois qu'il a joué à Leverkusen aussi. Il est parti Leverkusen, ils sont devenus invaincus. C'est ça. Après, l'Atalanta est finaliste d'Europa League aussi. Hein. Il va retrouver son ancien club en finale de l'Europa League. Hein, donc, mine de rien. C'est énorme. Il est titulaire à l'Atalanta? Non, il avait fait 550 minutes de toute la saison. Très bien. C'est une saison. On l'embrasse. Voilà, on l'embrasse, effectivement. Notre Mitch Baker, Michel Le Boulanger, comme on rappelle que Mitchell Baker avait été un transfert qui a été fait pour faciliter l'arrivée de Frenkie de Jong à Paris. Ouais, c'est vrai. Voilà. Merci de nous le rappeler. Ça c'est fait. Tu sais quoi, on va faire une pause là-dessus. Après cette petite phrase, et le Paris Saint-Germain qui va nous emmener du côté de Cannes, puisque il y en a un, voire deux, qui sont en train de prendre du bon temps, et on peut même se poser de savoir la question de savoir si des garçons comme Mbappé ou Dembélé ont leur place pour la finale de la Coupe de France. On va vous expliquer pourquoi on se pose la question, et puis on parlera aussi d'un garçon en bleu. Ça doit être dans la tête. J'aimerais bien être juste dans la tête de Bradley Barcola pour voir un peu comment il vit tout cela, parce que ça va très très vite pour lui. Il est sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro, mais est-ce que c'est vraiment mérité pour notre petit Barcola, Bradley Barcola? On en reparle dans quelques instants. Pour le moment, on fait la pause et on revient tout de suite. Sur France Bleu Paris, tous les jours dès 11h, on parie que vous allez jouer. Attention, un cadeau par jour. Laurent Petit-Guillaume. Oui, cette semaine, on s'occupe de votre bibliothèque et des livres qui vont peut-être marquer votre été. Chaque jour, en jouant avec nous entre 11h et midi, vous pourrez gagner un chèque livre d'une valeur de 100 € pour acquérir les livres dont vous rêvez. Alors, bonne chance à tous, on vous attend dès 11h. Paris Express, tous les jours sur France Bleu Paris, dès 11h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Le nombre de téléchargements explose cette saison, le nombre de vues aussi sur YouTube, puisque c'est la nouveauté depuis la période de février. On est sur la chaîne YouTube de France Bleu. On salue tout le monde, n'hésitez pas, les pouces, et puis de nous dire d'où vous êtes, de quel coin vous êtes, bien évidemment. Salutations à tous les amis qui, du monde entier, qui nous regardent, qui découvrent
découvre aussi. Ça passe quelquefois sur votre fil en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ce Parc des Princes avec l'autre avec sa mèche de côté là. Vous venez nous rejoindre et c'est toujours sympathique. Les amis sont avec nous, vous l'avez entendu en train de pouffer, c'est Romain Bédouc. Et de l'autre côté, il y a Alexandra Flalo qui est en train de regarder s'il a des consignes de ses chefs. Est-ce que Laurent Perrin, que l'on salue, l'attend de pied ferme pour aller travailler? Non, Laurent Perrin est en vacances, donc personne ne m'attend pour l'instant. On le salue, bien sûr, bien évidemment. Lolo, qu'est-ce que les amis, on va parler du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ça faisait longtemps. Kylian Mbappé qui a 3 jours de repos, ça pas de problème, tout comme Vitinha, tout comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos ou encore Ousmane Dembélé. Mais des vidéos ont commencé à circuler hier à 10h du matin. On a appris que Kylian n'était pas de la partie, n'était pas du voyage. Et vers 14h, on a eu le droit aux premières vidéos d'un Kylian Mbappé tranquille, installé en terrasse sur une petite paillote à Cannes, très tranquillement, la musique à fond, le rosé avait l'air d'être bien frais. Tout était bien installé à 6 jours d'une finale de Coupe de France. Est-ce que c'est l'attitude que l'on attendait? Je sais que les garçons autour de la table sont un petit peu agacés de ce dossier, mais y a-t-il un doute sur la participation de Kylian Mbappé à la finale de la Coupe de France? Je vous propose d'écouter, c'est un copain de la bande, je sais qu'il nous écoute, je sais qu'il a écouté tous les podcasts de la saison. Il aimerait venir quelquefois, mais c'est compliqué par rapport à son équipe et son média. Je le salue, c'est Olivier Talal, Talaron. Sur Canal+, il a posé hier la question à Luis Enrique. Est-ce que ça le gêne de voir Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé? On n'oublie pas Ousmane quand même, qui est là aussi de la partie. Est-ce que ça le gêne que son joueur prenne du bon temps comme ça? On écoute la réponse au micro de Canal+, et donc du copain Olivier Talaron. Les 6 joueurs qui étaient au repos aujourd'hui, qui n'étaient pas convoqués, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se déconnecter. S'ils sont à Cannes ou que sais-je, c'est pas comme ils veulent. Voilà, ça donc c'est pas un problème, a-t-il dit. Il l'a rajouté. Romain, ton avis d'abord est ressenti sur la situation, et après on se posera la question de savoir s'il y a un doute finalement de voir Kylian Mbappé participer à la finale de la Coupe de France. Je suis un peu étonné du fait que Kylian Mbappé se fasse griller. Parce que cette attitude-là d'avoir. C'est très joueur de foot. La deuxième. Non mais la deuxième partie de saison de Kylian Mbappé en termes de sérieux à l'entraînement, moi j'ai eu des échos, c'est pas. Foufou. Non, c'est loin d'être foufou. Mais il arrive souvent à être un peu plus discret et à pas trop se faire gauler là-dedans. Et donc là, je suis un peu étonné qu'il se soit fait gauler. Mais sinon. On l'a déjà vécu, on l'a vécu avec Neymar, on l'a vécu avec Verratti, on l'a vécu avec Zlatan. Moi, la question que je me pose, Las Vegas, l'aller-retour de Las Vegas en 3 jours. Les joueurs font tous ça, ils sont tous comme ça. La question que je me pose, c'est à qui on pardonne et qu'est-ce qu'on pardonne. Voilà. Est-ce qu'on traite de la même manière un Kylian Mbappé et un Ousmane Dembélé qui partent faire la fête à Cannes qu'on va traiter un Neymar qui fait du poker jusqu'à 4h du mat. Voilà, c'est juste ça. Après, qu'il fasse pas, si on reviendra, mais pour moi le plus important c'est de savoir s'il va être assez performant à l'entraînement pour que Luis Enrique le convoque sur le dernier match de la saison. S'il l'est pas, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. On y reviendra bien sûr sur cette question-là, mais Alex d'abord sur le... Ouais, franchement pas mieux. Effectivement, Luis Enrique a raison de dire qu'ils ont 3 jours libres, donc ils font ce qu'ils veulent. Oui, ce qu'ils veulent. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un petit peu à Saint-Étienne. C'est l'accès. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, l'important pour Kylian Mbappé, c'est qu'il suive un régime alimentaire vraiment équilibré et qu'il ait un bon cycle de sommeil. Bien manger, bien dormir. Voilà. Pour le reste, peu importe. Honnêtement, En fait, comme dit Romain, il est trop intelligent pour pas savoir qu'il va se faire filmer et que ça va faire parler. À 6 jours d'une finale de Coupe de France, en fait, tu vois, je sais même plus quoi dire. Moi, je trouve que ça la fout mal. Non, mais ça la fout mal. Et puis en même temps, c'est tellement prévisible. Et puis en même temps, on n'en peut plus de parler de lui. En fait, je suis peut-être pas le seul, mais pour moi, c'est déjà plus un joueur du PSG en fait. Ouais, complètement. C'est vrai. Ah ouais, ça m'a. Mais on en a besoin là pour la Coupe de France. Ah bon?
On est invaincu sans. Je sais pas, je pose la question. Bah Non. pas forcément. Non, honnêtement, J'ai pas un- je pense que le PSG gagnera la Coupe de France même sans lui. Hein. T'as un meilleur effectif et t'as une meilleure équipe avec lui, mais est-ce que t'es une équipe qui ne peut absolument pas gagner la finale de la Coupe de France sans lui? Non, pas forcément. Alors, y a-t-il un doute désormais quand je vois que l'entraîneur nous dit Mbappé, on verra ceux qui ont le plus envie. Ouais. Voilà. Oui, bah, Voilà. À entraînement reprise mardi matin. S'il est motivé à l'entraînement, il postulera pour une place dans l'équipe première. Donc est-ce qu'il y a un doute C'est un déclassement de folie. Oui, mais c'est plus un joueur du PSG de toute façon. Donc il y a un moment où il n'y a aucune nécessité de le séduire, donc de le mettre dans des meilleures dispositions pour essayer de le convaincre de je sais pas quoi. Le mec mérite pas. Il te montre par son attitude que il a toujours fait plus passer l'individuel par rapport au collectif. Qu'est-ce que il veut pas jouer la finale de la Coupe de France, il la joue pas. Voilà. Il a quand même embarqué Dembélé dans l'histoire en fait. Après ils sont potes avec Dembélé. Après donc encore une fois qu'ils aillent faire un petit week-end entre potes à Cannes. Ils sont potes, mais je sais que l'attitude de Mbappé ça va pas. Dembélé il s'en a un peu plein pendant la saison. Voilà donc après voilà. Même Dembélé il en a marre. Qu'ils se fassent un petit week-end entre potes à Cannes. Bon voilà, j'espère qu'ils ont croisé Matt Ford. Non mais ça c'est pas très grave. Ah oui. Non mais ça à la limite c'est. Moi, je suis pas du genre à vouloir décrier la vie privée des mecs. Non, mais voilà, c'est pas des moines, les mecs, on s'en fout, etc. Moi, j'ai jamais demandé ça. Ils font ce qu'ils veulent. En vrai, et je le pense vraiment, c'est pas de la langue de bois, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, si ça entraîne le fait qu'il ne soit pas performant et pas dans les meilleures dispositions pour montrer à l'entraînement qu'il a envie d'être performant pour une finale de Coupe de France qui est le dernier objectif de la saison, et il faut un traitement adéquat, et donc s'il n'est pas performant à l'entraînement, s'il montre qu'il n'a pas envie, il joue pas. En vrai, je pense qu'il y a des joueurs pour lesquels ça n'a jamais été corrélé, ça. C'est-à-dire que tu peux sortir, tu peux avoir une vie nocturne complètement folle, tu peux avoir une vie extra-sportive complètement folle et être très performant sur le terrain. Il y a des mecs même que ça a motivé, etc. Maintenant, encore une fois, le plus important dans le contexte du Paris Saint-Germain, c'est les performances sur le terrain. C'est les performances à l'entraînement, et Luis Enrique, il va décider à partir de... Ils reprennent quand ? Ils reprennent mardi. Il va décider à partir de mardi qui seront les mecs qui auront le plus la dalle pour aller chercher la Coupe de France qui échappe quand même au PSG depuis 2 ans. Donc à un moment donné, moi, Mbappé, pas Mbappé, je l'ai vu contre Dortmund, je l'ai vu contre Toulouse, où il a marqué son but et qu'après il s'est mis en mode sommeil jusqu'à la fin du match. Moi, honnêtement, je préfère 1000 fois avoir 11 joueurs qui ont la dalle sans Mbappé que 10 joueurs et Mbappé qui en a rien à foutre. Donc en fait, voilà, à un moment donné, franchement, j'arrive plus à avoir des... comme disait Romain, on n'a plus besoin de le mettre de se plier en 4 pour son bon vouloir. C'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Je pense que lui aussi, il a tourné la page. L'accrochage avec Al Khelaifi, visiblement, écoute, on en saura les détails, j'imagine, tôt ou tard, parce que je pense qu'ils vont sortir là-dessus. Visiblement, ça a ruiné sa fin d'histoire avec le PSG. Tant pis. De toute façon, il va bien falloir qu'on se débrouille sans lui, parce que l'année prochaine, il ne sera plus là. Donc si ça commence samedi en Coupe de France, ça commence samedi en Coupe de France, voilà. Donc et puis moi il y a une satisfaction personnelle, ça la foutrait mal pour le documentaire s'il le jouait pas. Donc, comme ce fameux documentaire. Je rappelle juste, je suis pas très fan de ce documentaire, de tout ce qui a été fait autour. Tout ce qui a été fait autour par Mbappé dans l'histoire du storytelling, dans les trucs dans ce genre-là, sur toute la saison. Donc si ça peut lui ruiner. Ce qu'on retiendra, c'est que ces 3 matchs, s'il joue pas contre Lyon, ces 3 derniers matchs au Paris Saint-Germain, ça aurait été 3 défaites. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc ça, on le retiendra. Et encore une fois, je répète, au risque de me répéter, cette saison, le Paris Saint-Germain est invaincu sans lui. Bon, comme ça, vous avez compris que la position. Moi, mais attends, s'il fait une semaine d'entraînement hyper sérieuse et que il oui, évidemment, ça vaut dans l'autre sens. Ça serait complètement normal qu'il joue et ça dépend que de lui. Il peut se faire aussi embarquer dans le groupe et être assis sur le banc. Ouais, j'y crois moins ça. Je pense que s'il le prend, c'est que c'est bon. S'il le prend pas. En plus, l'avantage de Luis Enrique, c'est qu'il donne les groupes le matin même, donc la conférence de presse est déjà partie. Alors sachez-le, pour Lille, en fait, le Paris Saint-Germain va monter du côté de Lille le vendredi. Il y a la conférence de presse, c'est à 16h, puisque c'est là-bas, c'est à Lille. Les confs se passent. On aura forcément le groupe la veille, quoi. Voilà. Donc on en saura un petit peu plus, on aura de quoi mouliner. Ça se trouve, ils vont peut-être trouver une parade. Mais il en est capable, Luis Enrique, de se dire. Bien sûr, il en est capable. Bien sûr, on l'a vu. On l'a vu. Il y a juste le moment où on l'a pas vu, c'est en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n'est pas sorti. Kylian Mbappé a joué les 90 minutes, donc là-dessus, on l'a un peu moins vu, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il va considérer qu'une finale de Coupe de France, c'est comme un match de Ligue des Champions, et donc qu'il jouera quoi qu'il arrive?
On verra. Mais en vrai, ouais, il y a un cas où il joue pas. Et moi, je pensais même qu'il n'avait pas joué. Déjà, quand il y avait toutes les embrouilles, je pensais même qu'il n'avait pas joué le match retour contre la Real Sociedad. Tu vois, donc, Et est-ce que, on va enlever, j'enlève Mbappé, et comme ça va nous permettre de glisser gentiment vers Dembélé qui arrive et Barcola bientôt. Est-ce que ça peut coûter à Dembélé de se retrouver dans l'histoire, c'est-à-dire de se retrouver dans ces vidéos qu'on peut voir sur les réseaux? Est-ce qu'on peut avoir un coach qui se dit, toi, je vais te surveiller quand même pour la finale de Coupe de France parce que je veux que tu m'en donnes un peu plus? Ou est-ce que, il a ses 3 jours, il fait ce qu'il veut et Moi, encore une fois, je pense que tant que ça affecte pas leur performance à l'entraînement et sur le terrain, il n'y aura aucun souci. D'accord. Il n'y aura aucun souci. Je pense que Luis Enrique a prouvé cette saison de manière générale, alors effectivement pas en Ligue des Champions avec Mbappé, mais que il basait ses équipes et ses groupes sur les performances à l'entraînement et que ça pouvait être très changeant et que voilà. Bon, de toute façon, Dembélé l'année prochaine, il va vivre sans Mbappé aussi, hein, donc ça va. Enfin, je pense qu'il sait qu'il a tout intérêt à filer droit entre guillemets quoi. Maintenant voilà, après c'est clair que en vrai ce serait dommage. Franchement, c'est une finale de Coupe de France quand même. Enfin le PSG l'a pas gagné depuis 2 ans, c'est important. J'espère qu'ils en sont conscients quoi. Alors qu'ils se fassent un week-end à Cannes, encore une fois, honnêtement c'est pas très grave. Hein. Qui draguent des meufs, qui boivent un petit verre de vin, franchement on s'en fout. Tout ce très joli drapeau d'ailleurs. tout ce qu'il faut, c'est que après derrière l'entraînement, et j'en doute pas parce que je pense que c'est des professionnels avant tout, hein, tout ce qu'il faut, c'est que derrière l'entraînement, ils soient performants et qu'ils aient conscience de l'enjeu de cette finale de Coupe de France. Voilà. Donc, quand même, pardon, mais je vais pas perdre contre Lyon à un moment donné. Coupe de France où 15 000 supporters parisiens sont attendus du côté de Lille, 15 000 Lyonnais bien évidemment, et pour le reste, ce sera le grand public, 50 000 personnes attendues. Le match est sold out pour cette rencontre qui a quand même de la gueule, parce que d'un côté, tu as Lyon, effectivement, qui est l'équipe qui donne la banane à certains, voilà, tout le monde trouve ça super, le côté 20e, 6e, décrocher la place européenne. Maintenant, ils n'ont plus l'obligation d'avoir une place européenne, puisqu'ils ont déjà décroché leur ticket. Voilà. Est-ce qu'il y aura peut-être un trophée après avoir été dernier en décembre ça viendrait couronner tout. C'est ça. Ils te disent, en plus, les Lyonnais, qu'ils ont déjà réussi leur saison, parce que de toute façon, ils sont en Ligue Europa. Donc, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas gagné de trophée, Lyon? 2011. Je crois qu'ils gagnent une Coupe de la Ligue en 2011. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui va s'appuyer sur un autre Lyonnais, c'est Bradley Barcola. Quelle transition! Quelle transition! Et je vais dire un truc, c'est que s'il y en a bien un qui va se faire plaisir d'aller marcher sur un paillasson lyonnais, ce sera bien lui. J'ai des amis lyonnais qui me disent franchement, on n'a rien à perdre. Par contre, si c'est Barcola qui donne la victoire, j'ai très mal. C'est marrant, j'ai le même. J'ai les mêmes chez les amis aussi. Et ils m'ont dit si c'est lui. De toute façon, ils ont déjà prévu de le pourrir tout le match comme la dernière fois. Donc, mais c'est marrant, mais je pense que plus ils vont le siffler, plus il sera meilleur, notre Bradley Barcola, âgé de 21 ans, le natif de Lyon, qui va donc retrouver en Coupe de France l'équipe lyonnaise pour la finale. Mais allez, ça c'est pas le plus important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est arrivé jeudi avec Didier Deschamps, qui a donc pris la décision de sélectionner pour l'Euro 2024 en Allemagne Bradley Barcola. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est mérité pour Bradley Barcola, ou est-ce que c'est pas un peu trop tôt alors qu'il n'a jamais été appelé en bleu? C'est un petit peu la surprise du chef. Ça me fait un peu flipper les surprises du chef de Didier Deschamps, parce que ça n'a pas toujours été des grandes réussites. Mais voilà. Est-ce que je suis pas d'accord. Il y a toujours eu un petit mec comme ça là qui, tu vois, Griezmann, il arrive juste avant la Coupe du Monde 2014. Il y avait eu Coman juste avant l'Euro 2016. En vrai, en 2018. Mbappé, il arrive très peu de temps avant 2018. Mbappé, Pavard, Hernandez. Ils arrivent, je pense, peut-être 6 mois liste avant. De mars, je crois. C'est la liste de mars. Exactement. Ouais. Donc c'est finalement, il est assez coutumier du fait. Et puis tu sais, si Didier Deschamps, il peut faire des listes qui prouvent que tout ce qu'il a fait pendant 2 ans ne sert à rien et qu'on on a été bien bête de s'emmerder à regarder les matchs, il le fait. Hein, donc. Non, mais disons que c'est une preuve que la réalité du mois de juin est jamais celle du mois de novembre ou du mois de mars, quoi. Donc en fait. Oui, c'est mérité pour Barcola parce que il fait une très bonne saison, il est sur une très bonne dynamique, c'est un joueur
qui apporte autre chose et surtout, alors au-delà du fait que c'est mérité, les alternatives sont pas non plus folles quoi. Il met quand même sur le carreau Diaby. Diaby, il a été remplaçant une bonne partie de la saison avec Aston Villa. C'est vrai. Et Nkunku, il revient seulement de blessure. Il a pas assez de gages de. Et après Nkunku, là, tu vois, il y a une blessure de Coman. Je dirais pas. Je le condamnerais pas, tu vois. Clairement. Mais oui, non, c'est mérité. C'est mérité. Et franchement. Moi, je suis surtout curieux de voir s'il va réussir à s'installer dans ce groupe France, parce que c'est surtout ça le plus compliqué. Des joueurs, on en voit passer énormément. Des joueurs qui restent, on en voit un peu moins. Maintenant, voilà, Barcola, il marche un peu sur l'eau depuis quelques mois. Il a des belles qualités, une bonne dynamique. Je pense que aussi le fait qu'il ait jamais été sélectionné en équipe de France, ça va faire aussi que les adversaires vont peut-être aussi un petit peu le découvrir, le sous-estimer. Il pourrait être aussi un facteur X, quoi. Ouais. Voilà, donc oui, non, Barcola, bonne idée, bonne surprise, quoi. Est-ce que Deschamps se retourne vers lui aussi parce qu'il a fait voir qu'il pouvait être le nom un peu l'anglicisme, mais l'impact player fin de match qui rentre, et on l'a pas ça en équipe de France. Il y a plusieurs choses qui font que cette sélection elle est méritée. Il y en a une déjà, c'est que le tampon PSG pour Deschamps, ça marche, c'est hyper important. Si t'es français et que tu t'imposes au Paris Saint-Germain, ce qui a été le cas de Barcola, franchement, il n'y a aucun cas où tu n'es pas en équipe de France. Donc ça s'est vu avec Warren pendant l'automne. Ça s'est vu avec Kimpembe quand il s'était imposé avec le PSG. Il était allé directement en équipe de France. Là, ça se voit avec Barcola. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'effectivement, il joue des matchs à haut niveau avec du temps de jeu conséquent. Il est performant dans ces matchs-là. Et surtout, il a un profil qui est différent. Il a un profil qu'il n'y a pas en équipe de France. Ce profil percutant, polyvalent, il peut jouer à droite comme à gauche. Il est performant. Il a montré qu'il pouvait être bon quand il était titulaire, mais aussi, tu as raison, qu'il pouvait être bon quand il était remplaçant. Donc ouais, il mérite amplement sa sélection. Et je suis content qu'en équipe de France, s'il n'y a pas de solution à la 60e, que tu te dises, je fais rentrer Barcola. Barcola, tu sais qu'il va pouvoir te dynamiser la rencontre, tu sais qu'il va pouvoir te foutre un petit boxon dans la défense adverse qui fait qu'elle va perdre un peu ses repères et peut-être faire briller d'autres mecs qui seront sur le terrain. Il a des automatismes avec Dembélé, avec Mbappé, avec Colomboigny s'ils sont sur le terrain. Donc il y a plein d'arguments qui font que Barcola mérite sa sélection, et je suis très content que cela. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui donc jeudi a fait son annonce. Et voilà ce qu'il a expliqué et dit sur la sélection de Bradley Barcola. Bradley, il a cette capacité de fulgurance, de pouvoir éliminer, créer des différences par le dribble, la vitesse, et de marquer des buts aussi. Avec le temps, il gagnera en efficacité certainement, une bonne aussi volume, capacité à faire les efforts. Ouais, une bonne volume. Oui, c'est ça. Oui, là, quelquefois, c'est un peu particulier pour Didier Deschamps. Tiens, je vous invite à aller sur le site franceinfo.fr et vous tapez Bradley Barcola. Eric Elie, c'est l'un des formateurs de Bradley Barcola qui a été interviewé par Julien Froment. Article ultra intéressant de voir un petit peu comment voit l'un de ses premiers éducateurs et formateurs sur la progression du gamin et du jeune homme qui, on le rappelle, il y a 1 an et demi, était à 2 doigts de signer en prêt en Suisse parce que l'Olympique Lyonnais ne savait pas quoi faire de lui, qu'il le trouvait moins et qu'il valait mieux le prêter. C'est fou l'histoire. Ouais. Derrière, il fait 4 mois et demi avec Lyon de folie, et derrière il vient au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ça aussi qui est récompensé d'un garçon qui a su travailler, mettre sur la touche Randal Colomboigny, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Il est devenu l'un des titulaires en attaque. Ce parcours, il est fou avec le Paris Saint-Germain. Mais si on enlève la partie suisse, machin, Lyon, tout ça, rien que déjà la saison du PSG où il arrive en backup et tu te dis qu'est-ce qu'il vient faire à Paris, c'est trop léger. C'est fulgurant. En fait, même moi j'englobe même la deuxième partie de saison avec Lyon la saison dernière. C'est-à-dire que effectivement, comme tu dis, il est à 2 doigts de signer en Suisse en prêt. Il arrive, honnêtement, c'est le meilleur joueur de Lyon sur la deuxième partie de saison l'année dernière avec la Casette, quoi. Donc honnêtement, c'est déjà assez fou qu'il ait réussi à s'imposer avec autant de fulgurance à l'OL, où c'est pas forcément facile en vrai de s'imposer, même quand t'es un jeune du centre et tout.
Après, effectivement, il a fait ce choix de signer au PSG. Le PSG l'a quand même payé un prix au prix assez fort. Il y a la pression du transfert et du prix dont on sait qu'elle pèse sur beaucoup de personnes. Et je pense que ça a beaucoup pesé pour Randal Kolo Muani, par exemple. Et non, voilà, il a moi, je l'ai déjà dit, alors évidemment, toute proportion gardée, mais moi, il me fait un peu penser à Mbappé à ses débuts, c'est-à-dire que dans le physique, dans le côté très insouciant, la percussion sur un coup de rein, sur une accélération. Même numéro. Non, bah ouais, numéro 29. Ouais, 29, oui. Non, mais après, voilà, la comparaison s'arrête évidemment au fait que Mbappé, très rapidement, a été ultra décisif partout en Ligue des Champions, qu'il a marqué plein de buts et tout. Mais enfin, dans le côté un peu physique et insouciance et fulgurance comme ça, moi, il me fait un peu penser à ça. Donc ouais, c'est hyper impressionnant et franchement, il a tout le mérite. Enfin, tout le mérite lui revient parce que avoir le mental pour gérer une ascension aussi fulgurante et pas exploser, c'est réservé au grand bonhomme, quoi. Et surtout, ce qui était intéressant, excuse-moi, c'est qu'il a réussi à s'adapter à ce qu'on lui demandait. Ouais, c'est-à-dire que c'est là où c'est fort, c'est que non seulement il a digéré son transfert, mais en plus il a capté ce que lui demandait son coach Luis Enrique. Il a rongé son frein pendant la première partie de saison où il a beaucoup moins joué que sur la deuxième. Et quand il a eu des opportunités, il a réussi à les maximiser. On parle souvent de sa rentrée contre Newcastle où il rate énormément. Mais il faut se rappeler de ce match-là contre Newcastle où on est mené 1-0 et il se passe rien. Au parc, il se passe rien du tout dans ce match-là, jusqu'à la rentrée de Barcola, où tu as 4 occasions franches. Et je pense que c'est là le déclic de sa saison, parce que certes, il rate ses occasions, mais il se les crée complètement, il crée le danger, et finalement le PSG arrive à revenir dans ce match-là, et par la suite, tu as la rentrée à Lille qui était intéressante, tu as le match à Lens en début d'année 2024 où il marque et il est flamboyant, et puis bien sûr, après tu as Barcelone par la suite, mais il a réussi à digérer son transfert, s'adapter à ce qu'on lui demande, ronger son frein quand il fallait le ronger, et maximiser ses opportunités quand il les a eues. Donc franchement, c'est une super bonne première saison pour un jeune qui vient et qui découvre le PSG. Saison à 41 matchs, 5 buts et 9 passes décisives. On rappelle que passe D et but, c'est ce qu'il nous a proposé face à Nice où clairement il s'est imposé comme le patron. Match. Voilà, c'est son match. Il a pris les clés. Ok, je suis l'un des seuls avec un peu plus de talent que les autres. Allez hop, c'est parti. Suivez-moi, vous allez voir ce que ça donne. On rappelle, en équipe de France, Kylian, tu le comptes parce qu'il est là jusqu'au 30 juin, donc on le met là-dedans. Dembélé, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Est-ce que c'est pas un cadeau un peu empoisonné pour nos deux gamins, nos deux jeunes, l'Euro, parce que il serait bien capable de les mettre au JO aussi. Est-ce que alors moi, j'en discutais d'ailleurs avec Benji ce matin. J'ai l'impression que Benjamin Quarez, oui, pardon. Je sais pas. Alors encore une fois, je veux pas trahir les infos des uns et des autres. Je sais pas si le PSG, même de manière générale, je sais pas si les clubs sont très chauds pour libérer leurs joueurs pour l'Euro et pour les JO. Et surtout, je pense que pour des jeunes joueurs comme ça, la question se pose encore plus. Alors Warren Zaïre-Emery, franchement, qui tire la langue depuis 3 mois, qui va là enchaîner avec l'Euro. Si en plus derrière il faut qu'il se tape les JO, il va nous finir avec la tête de Pedri en 2021 là. C'était non, donc je sais pas. Il va falloir le gérer, ça, ce virage, c'est clair et net. Je pense effectivement que l'équipe de France de Thierry Henry serait beaucoup mieux avec Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, mais il faut penser aussi avant de penser au PSG, penser à eux. Parce que après derrière il va falloir enchaîner avec une autre saison. Il va falloir avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, plus de matchs, plus la Coupe du Monde des clubs en juin. Et ouais, donc non, je pense que pour eux, ça va être ça risque d'être compliqué. Maintenant, je pense que voilà, je pense que l'enjeu est plus important pour eux, je pense, dans leur carrière, de s'installer avec les A plutôt que de jouer les JO de Paris, même si c'est une opportunité unique, ça reste un truc un peu hors du temps, quoi. Donc l'enjeu pour eux, c'est tu peux pas refuser les Bleus, quoi. Tu peux pas refuser les A, tu peux pas refuser d'aller à l'Euro, quoi. On rappelle juste, j'y étais puisque je l'ai croisé, Warren Zaïre-Emery, et au moment où on lui a posé la question, est-ce que tu as encore des objectifs? Il a été élu meilleur espoir de Ligue 1 au trophée UNFP. C'était le jour de l'enregistrement de la tribune, mais c'était le soir. Et il nous a dit, j'ai l'Euro, les JO et le bac. J'ai trouvé ça assez génial comme réponse. Et il ne faut pas penser que parce que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ne joueraient pas beaucoup à l'Euro, c'est tranquille, ils peuvent faire les jeux. C'est-à-dire que c'est pas que le fait de jouer les matchs qui est fatigant. C'est parce que même si tu joues pas les matchs, déjà il n'y a pas de coupure.
t'as pas de coupure et c'est important entre 2 saisons d'avoir une coupure pour que ton corps se recharge les batteries complètement. Et puis, tu as toujours des entraînements qui sont à haute intensité, tu as les voyages qui sont avec. Si l'équipe de France fait un parcours, même si tu vas jusqu'en 8e quart, c'est déjà un parcours qui est fatigant. Il va falloir enchaîner directement avec la prépa pour les Jeux. Non, c'est-à-dire que t'as pas de zone de coupure, quoi. Et donc, tu es dans un enchaînement constant. Et il y a un moment où le corps craque. Tu parlais de Pedri, mais Pedri, c'est ce qui a tué sa carrière. C'est que, pas encore. Pas fini. Non, mais il est encore jeune. La manière dont il n'arrive pas à enchaîner les rencontres, où les blessures s'enchaînent, par contre, c'est parce que tout part de cette année 2021 où il a joué plus de 60 matchs et il a enchaîné avec les Jeux Olympiques et puis il a enchaîné avec la saison d'après. Et il y a un moment où ça casse, quoi. Donc, il faut pas en arriver là avec Warren. Barcola a un peu moins joué cette saison, mais il faut absolument pas en arriver là avec Warren. C'est vrai que Warren Zaïre-Emery, on sent que ça tire un peu plus la langue en cette fin de saison, mais on est content bien évidemment pour lui qu'il soit dans cette liste pour l'Euro qui, quand tu vois le nombre de joueurs qui ont été formés au Paris Saint-Germain, ça c'est toujours... Il y en a 10 en tout qui ont un lien avec le PSG. Ouais, c'est quand même toujours aussi impressionnant. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir et donc d'avoir notre fameux coup de sifflet. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à Alex, merci à Romain, merci à vous toutes et tous pour tous vos commentaires et vos bonnes vibrations. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous avez le Mac 100% PSG. Ça, c'est tous les jours, 18h, 19h sur l'antenne de France Bleu Paris. À 8h34, c'est donc Romain qui amène les croissants pour le billet 100% PSG que vous retrouvez aussi en podcast et en téléchargement. Et puis, bien évidemment, on se retrouve pour le dernier match de la saison. Ce sera pour la rencontre Lyon-Paris Saint-Germain, la Coupe de France du côté de Lille. Ce sera à suivre en intégralité, bien évidemment, comme depuis 15 ans, sur l'antenne de France Bleu Paris. Merci à Stéphane pour la réalisation de ce podcast. Merci à toutes et à tous. Vous n'hésitez pas à mettre les petits pouces, les étoiles, les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle tribune. Ciao, bye bye.